Bienvenue de nouveau à la session en ligne de la, ORFC 2023. Je m'appelle Anita McNaught et je vous parle, depuis un tribunal, dans les arrière-chambres, de la mairie, la mairie d'Oxford. C'est très sombre comme pièce et ça ne représente pas du tout, l'atmosphère dans le reste du bâtiment qui a été très, très joyeuse alors que nous terminons, 2 jours fantastiques de connexion, de partage d'idées et ça a été le cas pendant 3 jours en ligne, dans le monde entier. Nous avions, 18 000, délégués et 2 700 ici à Oxford qui nous ont rejoints donc pendant cette session de 2023 venant du monde entier. Donc nous sommes maintenant la réunion, agroécologique la plus importante qui ait jamais eu lieu, ce qui est un record que nous souhaitons battre encore, une fois l'année prochaine. Donc ce que nous faisons ici, alors que nous clôturons les événements de la journée est revenir et parler aux participants clés dans ce processus, au cours des dernières, 3 journées et nous souhaitons leur demander pourquoi cette conférence était importante pour, eux. Quel, jalon, cette conférence a-t-elle marqué pour vous, pour, vos secteurs d'expertise et d'intérêt, l'activisme que vous poursuivez? Quels sont vos espoirs et vos craintes quant à l'avenir et les outils que cette conférence vous a conférés pour aller de l'avant. Donc d'abord, nous allons nous tourner vers l'Inde et nous souhaitons parler à Swati Randuchintala, qui est ici avec nous, et Dee Woods, qui est en Jamaïque et qui nous écoute. Donc vous avez 5 minutes chacune. Swati, nous avons parlé auparavant, mais faisons semblant de ne pas avoir eu cette conversation. Et revenons à parler, comment ces 3 jours se sont passés pour vous et pourquoi elles étaient importantes pour vous? Qu'en avez-vous tiré? Namasté à tout le monde, merci pour cela. Il est 10:30 ici, donc il est assez tard, mais le monde s'éveille pour l'agroécologie, donc et c'est quelque chose que nous devons célébrer. Donc les 2-3 derniers jours, j'ai eu l'honneur de représenter les voix, des agriculteurs en Inde qui passent de l'agriculture, chimique à l'agroécologie et j'ai eu l'opportunité de parler pendant 2 événements, d'abord dans la session d'ouverture, organisée par, Global Strike, un événement qui souhaitait parler de la protection donc, de la terre et des personnes et du monde et ensuite j'ai parlé avec l'APSA, hier, qui est donc, s'attachait donc à, mmh, au travail qui s'accomplit en Afrique en ce qui concerne l'échange des connaissances, en agriculture et j'ai eu énormément d'expériences positives. Ça a été un honneur, de communiquer la situation, des agriculteurs d'Uttar Pradesh au reste du monde et d'ailleurs, on a eu des personnes qui ont vraiment écouté nos voix. On a eu des publics de plus de 5 000 personnes qui écoutaient la voix, de ces agriculteurs, qui effectuent cette transition et ce sont des agriculteurs, en fait, qui importent pour personne. On les ignore. Nombre d'entre eux, gagnent, à peu près 1 000 $ par an, et d'autres beaucoup moins et l'ORFC leur a donné une plateforme, pour nous assurer qu'ils importent et qu'on les entende et nous avons pu vraiment entendre leur voix, entendre, les expériences, de ces personnes qui sont, hem, sur le terrain et tout le monde a pu les écouter grâce au service d'interprétation aussi. Et il y a beaucoup d'humilité parce que nous souhaitons apprendre de ces agriculteurs qui se battent en fait, sur le terrain. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose est donc, le fait que la connaissance, le fait que nous vivons dans un monde, avec une surcharge d'informations. Et ce qui est intéressant avec cette conférence, c'est que le partage d'une information réelle et ça nous a permis de nous, poser des questions. Alors quel type d'agriculture souhaitons-nous poursuivre? Comment faisons-nous passer cette information aux millions d'agriculteurs dans le monde? Et il faut écouter aux voix de l'agroécologie. Donc ça a été très positif et le troisième aspect positif est
Donc, la transcendance, le fait que nous ayons pu transcender des îlots qui sont très, ségrégés d'habitude et cette conférence a permis à des gens donc de se reconnaître les uns des autres et de reconnaître également que la façon dont ils faisaient les choses n'était pas, la seule façon ou la bonne façon, et qu'il y avait des personnes qui utilisaient des méthodologies, très, très différentes et que donc il y avait, de nombreuses façons, d'amorcer cette révolution. Donc je pense que nous interroger cette question, le défi clé. Nous sommes ici un groupe, de personnes, qui partageons un intérêt et une vision. Mais ce partage, cet accord, comment pouvons-nous dépasser les limites de ce groupe qui finalement est assez insulaire et comment est-ce que nous pouvons, faire passer cette volonté, à des personnes qui pourraient faire la différence au niveau politique, au niveau de la base, à des philanthropes et cetera. Donc comment est-ce que nous faisons passer nos idées en dehors, de, notre groupe? Donc merci beaucoup pour votre écoute et je vous repasse la parole Anita. Merci beaucoup Swati. Di, je suis, à Trinidad. Je suis désolée. Eh bien, dites bonjour au Trinidad. J'y ai passé 1 an quand j'étais une petite fille et ça m'a transformée. Heu, mais dites-moi, comment vous sentez-vous? Comment sentez-vous que l'ORFC s'est transformée? Comment elle a évolué? Parce que c'est une conférence très, très différente, hem, que ce qu'elle était avant la covid. Oui, avant la covid, il y a 4, 5 ans, cette conférence était encore une conférence pour, ce que les gens percevaient comme être un paysan en Angleterre, donc un vieil homme blanc sur son tracteur avec son chien et en nous basant sur les efforts, produits par moi-même et d'autres personnes, y compris Lion Land and Our Names, l'Alliance des travailleurs de la terre, la le coordinateur pour, la justice alimentaire. Nous avons travaillé vraiment très dur pour garantir que cet événement soit réellement inclusif et international et permettre d'amplifier et de rendre visibles les voix et les luttes, d'agriculteurs, de pêcheurs, de travailleurs alimentaires, de la société civile, de femmes, de personnes de différents genres, de personnes en situation de handicap, d'activistes, des personnes racialisées ou marginalisées, des personnes queer et cetera et nous sommes ici pour partager, pour créer des liens, pour réseauter et nous sommes devenus la plus grande, conférence dans le secteur agricole, du monde. Nous avons pu réunir, des personnes et des sessions absolument fantastiques et nous avons beaucoup évolué. Au début, nous étions très rigides, nous nous concentrions sur la pratique agricole et c'était une conférence qui finalement était assez, hem, sèche mais finalement nous avons pu vraiment nous attaquer maintenant aux racines de notre système alimentaire et ce que nous devons changer au sein de ce système. Nous avons parlé de droit, de justice, d'équité avec à la fois, l'agriculture régénérative, l'agroécologie, les économies régénératives même. Vous savez, donc Swati et moi-même, étions dans une session, d'ailleurs il était 4 heures du matin pour moi et sur comment, prendre soin des personnes et de la planète et ensuite j'ai partagé une session sur, l'intersectionnalité, comme outil pour, repérer et réparer les inégalités, hem auxquelles font face toutes les personnes qui participent dans notre système alimentaire. Nous sommes intéressés à la justice, terrière, à la diversité, voilà, guérir la terre. L'agroécologie est à son centre une question, d'égalité. Nous avons parlé de discours, d'histoire, de pouvoir, de, d'histoire, personnelle, ancestrale, autochtone pour
reprendre, ou nous réapproprier, notre habilité de notre capacité à agir, heu heu et nous avons parlé de cette question des réparations, de la justice réparative, d'une réparation et d'une guérison holistique, de la redistribution de la richesse, de la reconnaissance de nos connaissances très, diverses et des différentes personnes et dans la dernière session à laquelle j'ai assisté, Lauriane San a chanté, l son deuil et sa liberté et dans cette session, nous avons également parlé de Sankofa et donc Sankofa est une croyance ghanéenne qui consiste à regarder vers l'arrière pour, récupérer ce qui était bien à cette époque-là et l'utiliser dans notre présent. Et beaucoup de personnes, l'associent avec un symbole adinkra d'un oiseau qui regardait en arrière, mais il y a un autre symbole qui est notre cœur. Et alors que nous continuons à construire la solidarité, alors que nous construisons cette, solidarité internationale, cette action collective pour la justice, l'équité et la libération collective dans nos systèmes alimentaires et nous devons construire tout cela à partir du feu dans nos cœurs. Nous avons besoin de cet amour révolutionnaire parce que c'est un mouvement qui vient, de la base et qui vient de la terre. Dis merci, qui nous parle donc, de Trinidad et non de la Jamaïque. Désolée, je n'étais pas au courant, je n'aurais pas fait l'erreur si j'avais su. Merci beaucoup pour votre contribution à cette, conférence et également à la conférence en personne. Maintenant, la Via Campesina, donc l'organisation de longue date et éminente, et nous avons 2 personnes qui la représentent. Donc d'abord, nous allons entendre Morgane Audy qui nous vient de la France. Morgane, vous avez jonglé cette conférence avec votre propre activité agricole. Vous deviez être présente pour, gérer vos, obligations agricoles, mais également, le travail, de la conférence, pour nourrir votre cœur et la révolution. Est-ce que vous avez, pu faire les 2? Je sais que vous avez dû vous lever à 4 heures du matin, hein, pour écouter certaines séances. Non, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu faire les 2. J'ai pu participer dans certaines séances et entre, les 2 séances, j'ai pu aller, récolter, mes légumes et découper mon bois. Donc quand je n'avais pas, l'opportunité d'être en n'avais pas l'opportunité d'être là en présence, en présentiel, je suis sûre que c'était fantastique. J'étais là il y a quelques années et je crois que je me souviens en fait de la pièce dans laquelle vous êtes, mais en tout cas, suivre, la conférence en ligne a également été fantastique et ça m'a permis de réaliser mon activité agricole entre 2 sessions. Je partage avec d'autres intervenants l'idée que grâce à la Covid, nous avons maintenant ces sessions hybrides et qui, de fait, est beaucoup plus internationale et permet à la conférence d'être beaucoup plus internationale. Et ça, c'est fantastique parce que nous avons besoin d'espaces dans lesquels nous pouvons échanger avec des personnes venant d'autres parties du monde parce que le monde est devenu très fragmenté. Et donc, nous avons besoin de certains espaces avec l'interprétation parce que pas tout le monde ne parle l'anglais où nous pouvons nous comprendre, nous écouter et parler, débattre des différentes perspectives. Je pense que c'est absolument clé et que l'ORFC joue un rôle clé dans cet aspect-là. Je suis très, très reconnaissante aux interprètes parce que sans les interprètes, nous ne pourrions pas nous comprendre les uns les autres et au sein de la Via Campesina, nous disons souvent que, sans l'interprétation, on ne peut pas avoir de révolution. Donc merci beaucoup à tous les interprètes qui nous ont permis de nous comprendre les uns les autres. J'ai eu la chance de faire partie d'une discussion fantastique, très difficile, un sujet complexe sur, les guerres et le conflit armé et comment les agriculteurs gèrent ce genre de situation. Et cette session était très, très intéressante parce que nous avons eu des paysans venant de la Palestine, de l'Ukraine et du Congo et qui échangeaient, qui se parlaient et de voir
comment la réalité, de ces personnes, de ces paysans dans des pays complètement différents, où on pourrait penser qu'en fait la situation était très, très différente, mais au final, en faisant face à ce conflit, ces agriculteurs continuent à produire, de la nourriture et essayent de s'assurer que des personnes déplacées ont accès à, la nourriture et ça a été très, très intéressant de voir ces liens et de voir comment, ce genre de session pouvait aider, les gens à se comprendre mieux. Je suis certaine il n'y a pas de nous ne pouvons pas, atteindre la paix sans, des petits agriculteurs, sans tous les projets pardon, qui sont basés sur la souveraineté alimentaire, l'agroécologie, la réforme agraire, le féminisme et le droit des paysans. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement une conférence pour, les producteurs de nourriture, c'est une conférence sur l'avenir de l'humanité. Je pense que nous devons être conscients de cela. C'est ça la question aussi de ce le sujet de cette conférence. Ce n'est pas seulement l'agriculture, mais l'avenir de l'humanité. Donc merci beaucoup à tous et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Nous avons également senti cette impression que c'est un moment important dont nous devons nous saisir et il y avait certaines personnes, par exemple des vieux hommes qui parlaient également de révolution. Beaucoup a changé et qui aurait cru que la covid aurait normalisé ce type de contact et nous a permis donc de nous en servir comme une forme de lien, très vital. Et maintenant, nous allons entendre Tyler, qui est aux États-Unis, qui représente également la Via Campesina et qui nous vient également d'un fuseau horaire très différent. Mais vous avez pu rencontrer, des gens, que vous n'auriez pas rencontrés sinon. Oui, merci beaucoup Anita. C'est un plaisir, d'être, avec vous ici pour cette, session, de clôture. Donc, je suis un petit agriculteur et j'appartiens à l'organisation Family Farm Defenders, qui, tombe sous, l'ombrelle de, la Via Campesina. Et j'ai vraiment adoré participer à cette conférence. Ma première conférence était en 2021 et les leçons que j'ai apprises cette année-là, sont restées avec moi et notamment dans le contexte états-unien et cette nécessité, de respecter la souveraineté autochtone, de respecter les droits, de ces populations autochtones et de construire, des, relations entre des communautés autochtones et les descendants des colons. Donc, je suis très, très, heureux d'avoir, modéré une des 6 sessions organisées par la Via Campesina, pendant cette conférence. Donc nous avons, eu une session pardon, sur, la jeunesse et la transformation des systèmes alimentaires et c'était un espace fantastique qui nous a permis, de créer du lien entre les différentes personnes. Nous avions, 4 jeunes, venant de différentes régions représentées par la Via Campesina dans la session. Donc nous avions quelqu'un des Caraïbes, de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie du Sud et les questions que nous avons couvertes étaient les gros problèmes auxquels les jeunes font face dans l'agriculture et les systèmes, agroalimentaires, mais également les problèmes très spécifiques à nos contextes locaux. Donc par exemple, la situation politique en Haïti actuellement et l'impact que cela a sur les paysans et sur les travailleurs. Ainsi que, chaos causé par le climat, récemment, et notamment les inondations au Pakistan et l'impact que cela a eu sur les petits agriculteurs, dans ce pays-là. Nous avons parlé, d'accès à la terre, d'accès au marché et c'est très, très important, pas seulement pour les jeunes, mais pour tous les agriculteurs, qu'ils soient à petite ou moyenne échelle. C'est très important que, nous éveillions les consciences à l'importance, pardon, des prix et de garantir que les agriculteurs, pardon, puissent vendre leurs produits à, des prix justes. Donc nous avons attiré l'attention sur le besoin, d'une transition juste, d'un passage, de l'agriculture industrielle vers une agroécologie paysanne. Nous avons étudié les problèmes posés par la digitalisation dans l'agriculture et notamment, les menaces liées, hem, heu, au problème des données, et cetera. Nous avons également parlé, d'approches liées aux droits, de l'homme. Donc la Via Campesina travaille beaucoup avec l'ONU, sur, la déclaration sur les droits des paysans.
Comme dit, il a mentionné, la session sur l'intersectionnalité est un sujet très, très important pour la Via Campesina actuellement. Nous avons besoin, d'amener, des approches intersectionnelles dans le travail que nous faisons, le travail de plaidoyer que nous faisons avec l'ONU. Ces sessions a vraiment souligné, le besoin crucial que représente la souveraineté alimentaire. Donc, la souveraineté alimentaire, finalement, c'est une alternative à la sécurité alimentaire. C'est le droit de pouvoir définir nos propres systèmes agricoles et nos systèmes alimentaires et cela dépend de la protection des droits des paysans et donc pour conclure, je voulais noter, certaines questions qui ont émergé pendant nos sessions alors que nous parlions de jeunes paysans et de leurs droits. La question qui ressortait souvent était: «Mais que veut-on dire, quand on parle de paysans?» C'est un terme qui souvent est assez péjoratif, dans les pays, du Nord et c'est très important, pour nous à Via Campesina de souligner le fait que nous revendiquons cette identité. Nous sommes très fiers de cette identité. Nous nourrissons la terre, nous sommes fiers d'être des paysans, nous avons une, connexion, spécifique à la terre et nous prenons soin de nos écosystèmes. Nous avons également parlé des différentes tensions, auxquelles les jeunes font face au sein du mouvement et les espaces politiques, alors que nous continuons à construire, nos, capacités de leadership et nous avons également vu des questions sur pourquoi est-ce que nous sommes des agriculteurs? Pourquoi cherchons-nous à être des producteurs, de denrées alimentaires? Pourquoi aimons-nous être des activistes? Donc ça a été un moment très spécial et ça a été fantastique de voir que les jeunes s'impliquaient dans la conférence et c'est très, très important de continuer à avoir ce type d'espace pour continuer à construire, nos alliances stratégiques. Donc merci beaucoup, ça a été un grand plaisir pour moi. Merci Tyler. Donc nous allons maintenant repasser au Royaume-Uni parce que nous avons 2 personnes ici que je ne vois pas. J'espère qu'ils sont ici avec nous. Vicky, êtes-vous là? Oui, Vicky, vous êtes là, fantastique. Et après Vicky, normalement, nous allons entendre, Chris Packham. Vicky, nous allons commencer avec vous. Nous avons, streamé, une session que vous avez réalisée avec, Dave Goulson sur l'apocalypse insectoïde et comment nous pouvions, l'éviter. Vous avez joué un rôle extrêmement important alors d'ajouter, au corpus de connaissances qui existe dans le monde, à éveiller les consciences et à garantir que, les scientifiques soient, au centre, de notre fonctionnement et nous vous devons, une énorme gratitude pour cela et votre, travail n'est pas terminé. Est-ce que vous sentez une différence maintenant que, nous sortons de ces années covid qui finalement ont eu des impacts très positifs pour l'environnement, que peut-être, certaines personnes n'ont pas apprécié à leur juste valeur? Que sentez-vous? Quelle différence ressentez-vous maintenant? Alors je dois dire que c'est ce qu'a dit Morgane, le fait que cette conférence est sur l'avenir de l'humanité est absolument exact. Nous faisons tous partie de cette planète qui est notre maison et c'est extrêmement encourageant de voir tellement de gens participer à cette conférence, de voir cette conférence devenir si diverse, de voir des femmes parler, de voir des jeunes parler. Donc moi j'ai un ressenti très positif pour répondre à votre question. Donc, une des raisons pour lesquelles, j'ai, écrit mon livre qui est donc sur l'extinction des insectes et le professeur Goulson a réalisé un travail fantastique, à l'heure d'étudier donc l'importance, des invertébrés et nous savons que les invertébrés sont critiques pour nos systèmes alimentaires, mais pour nos vies, plus généralement. Leur implication, est nécessaire pour notre vie et beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc nous devons éveiller les consciences, à ce sujet. Et donc, toute, organisation internationale qui, éveille les consciences à l'importance, des insectes, fait la différence. Donc c'est cette capacité à faire passer quelque chose, à propager, de la recherche scientifique, faire passer un message, c'est critique. Donc nous devons protéger, les personnes et la justice, nous devons avoir une justice pour ces personnes-là, mais nous devons également avoir une justice pour le domaine naturel.
Et nous avons parlé avec le professeur du travail qu'il a accompli et une des grandes choses qu'il a fait, il a, fait des recherches sur un insecticide particulièrement dangereux. Et je lui ai demandé quel retour il a reçu. C'est un scientifique, il produit du travail qui est très robuste, mais il a des retours souvent très négatifs parce c'est un activiste et il risque beaucoup de choses, quand il parle, quand il s'exprime. Et donc j'ai vraiment souhaité lui exprimer, ma gratitude pendant notre conversation. Et parce que je sais qu'ils reçoivent énormément de harcèlement et de retours négatifs. Et l'urgence est très, très importante. C'est quelque chose qu'on ressent à travers toutes les sessions à laquelle j'ai participé en ligne ou en personne. Elles ont toutes été absolument fantastiques et je vais en regarder beaucoup plus après la conférence et j'espère que d'autres personnes en feront de même parce que finalement nous avons vu peut-être un cinquième du contenu qui a été produit. Donc ce sentiment d'urgence a été extrêmement, palpable. Nous voyons que, par exemple, les insectes disparaissent. Il y a tellement de façons, dans lesquelles notre système alimentaire nuit aux invertébrés et il y avait un emphase, très important sur, l'importance, des acteurs, donc après la ferme, donc que ce soit les chaînes d'approvisionnement et cetera. Et nous avons encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Mais l'ORFC s'y attaque avec enthousiasme et ça a vraiment renforcé en fait, pour moi, le besoin, de faire beaucoup plus de travail sur, ces autres acteurs-là. Et c'est ce que nous travaillons, c'est sur quoi nous travaillons à Sustain. Nous souhaitons des chaînes d'approvisionnement plus durables, des meilleurs, intermédiaires pour que les agriculteurs puissent, recevoir, de la reconnaissance, qu'ils méritent. Oui, parce que sans des consommateurs, éduqués, en fait, c'est très compliqué. J'ai présidé une session sur les défis, économiques, auxquels, les agriculteurs font face et pendant la covid, finalement, bon, on en a parlé beaucoup et les prix ont augmenté, mais la fidélité, est tombée et notre population est tellement séduite par les supermarchés qui préservent cette illusion de la disponibilité, constante. Et ben, ils ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas simplement délaisser, les marchés, par exemple, et les voir réapparaître, à la fin de la crise. Et j'ai appris aujourd'hui que le mot niche vient, du mot nid et donc on ne veut pas avoir des nids isolés, on veut des nids connectés, pour permettre aux personnes dans l'ensemble du pays d'accéder à la nourriture et d'exclure les intermédiaires, qui rajoutent des coûts au fil de la chaîne d'approvisionnement pour que, les agriculteurs puissent, en tirer plus de profit. Et parce que c'est ça le problème avec cette crise du coût de la vie, parce que de nombreuses personnes ne peuvent pas se permettre de payer plus cher ou, de faire le déplacement vers, des endroits, alternatifs, donc par exemple les marchés et cetera. Et donc ça a été des conversations très, très intéressantes au cours des dernières, journées mais il y a besoin d'une reconnaissance de pourquoi nous avons besoin de cela et pourquoi c'est important pour la nature, d'aller au marché, et de ne pas acheter, la nourriture, suremballée dans les supermarchés. Donc il y a plus d'informations qui doit être plus disponible. Donc nous avons besoin, de, faire la connexion entre ce dont les consommateurs ont besoin et ce dont les agriculteurs ont besoin et c'est quelque chose, dont nous avons beaucoup parlé. Il y a beaucoup à faire, mais ça a été vraiment fantastique. Le SPACM très connu au Royaume-Uni, peut-être de plus en plus connu au niveau international. Ils sont chanceux de vous connaître maintenant, éducateurs et militants. Alors, le point de pression entre l'agriculture et la vie sauvage n'a pas toujours été facile. Alors, est-ce que vous voyez
que l'on avance ou plus de frustration? Je vois de l'espoir et cet espoir est manifesté par cette conférence. Je voudrais commencer par dire merci, merci pour ce que vous faites. Merci de partir de cette position de proteste, mais maintenant en position d'amener de l'avant le progrès, non seulement en Royaume-Uni, mais à travers le monde. Après avoir lu les rapports, participer aux sessions et de suivre les réseaux sociaux, c'est très intéressant pour nous. Nous faisons face encore à beaucoup d'enjeux, mais j'aimerais commencer par vous remercier, pour l'invitation de vous parler cet après-midi. J'ai vu, heu, en novembre, Ken Fletcher, heu, qui a dit que en tant que grand ennemi des agriculteurs et des paysans, Chris Packham fera partie de la conférence de l'ORFC. Et ensuite, il ajoute, et ceci est très important, les conservationnistes comme moi doivent travailler avec, les agriculteurs lorsque le futur est menacé, ce qu'ils ont déjà prouvé que la méthodologie fonctionne. Ils créent des aliments de bonne qualité, ils prennent soin de l'environnement et ils assurent, et ceci est essentiel, une économie mondiale qui sera durable. Nous avons besoin d'un nouveau futur pour l'agriculture que nous devons changer la façon que on affecte l'environnement et ceci est un moment où l'on doit leur payer de façon raisonnable pour la protection qu'ils offrent à l'environnement et la production, d'aliments sains. Si ceci me rend l'ennemi sacré, des agriculteurs, je prends cela sans problème. Mais comme beaucoup d'autres, je suis, l'ennemi des agriculteurs corporatifs à grande échelle. En Au Royaume-Uni, 85 de la terre productive est pour l'agriculture animale et un rapport publié ici l'an dernier nous dit qu'on doit arriver à une réduction de 13 de l'agriculture animale pour répondre aux enjeux des changements climatiques. Et ce que je lis dans les journaux, dans le Guardian cette semaine, est que la stratégie d'utilisation de la terre du gouvernement ne fera aucun changement aux réductions au niveau de la terre dévouée à l'agriculture animale. Et donc, le secteur ne s'aide pas dans le déni, de leur impact, au niveau de l'émission des gaz à effet de serre et évidemment, je vois cela en tant que quelque chose que l'on doit changer. J'espère que ceci ne me rend pas un ennemi sacré, un ennemi juré de l'agriculture, mais controverser la définition de controverser signifie de chercher à pousser et changer les choses, de promouvoir la conversation sur de nouvelles idées, parfois des idées qui peuvent sembler radicales, mais qui deviennent de plus en plus générales et c'est à travers cette conversation pacifique, polie et démocratique que l'on voit le changement que l'on veut voir. Un de vos délégués, Christopher Price, je crois qu'il est Chris Rare Breeds sur Twitter, a dit en réponse à ce que notre gouvernement a dit, nous voulons moins mais mieux, moins d'agriculture animale, mais de meilleure qualité. Je travaille également sur une campagne en ce moment au nom des poulets. Plus d'1 milliard de poulets, sont produits heu, au Royaume-Uni. La plupart, ce que l'on appelle des franken-poulets qui grandissent en 6 semaines. Vivent, heu, dans des boîtes à 6 000. Il y a des grands enjeux de pollution. Nos rivières sont polluées par ceci. Ils mangent de des aliments,
importés du Brésil où l'on coupe à blanc la forêt amazonienne. Alors, est-ce que je suis l'ennemi de ce type d'agriculture? Oui, et ce ne sont pas seulement moi. 78% de la population du Royaume-Uni disent être prêts à payer davantage pour, un meilleur bien-être des animaux et plusieurs milliers ont signé une pétition pour un engagement pour meilleures conditions pour les poulets. Plusieurs, supermarchés ont également, signé, cet engagement et plus de 80 de ces, Franken poulets sont produits ici, au Royaume-Uni. Je crois que ceci est le progrès et nous savons que l'agriculture industrielle à ce niveau a un impact au niveau mondial parce que la grippe aviaire que l'on voit dans le monde en ce moment qui a un impact important sur l'agriculture domestique, aviaire, vient de l'agriculture industrielle. Donc l'agriculture industrielle est vraiment une menace à notre environnement et à nos écosystèmes, sans aucun doute. Je ne sais pas si je vous ai entendu parler d'égalité en termes de vos agriculteurs, mais qu'est-ce qu'il y en a des consommateurs? Parce qu'une des choses auxquelles je fais face durant mes campagnes pour le bien-être des poulets est que les supermarchés qui contrôlent la vente d'aliments au Royaume-Uni disent on ne peut pas vendre ces poulets à un prix qui peut satisfaire nos clients. Et cela m'inquiète réellement parce que je n'aime pas l'idée que seulement les personnes plus aisées peuvent avoir accès à des produits de qualité. Et c'est une chose que l'on doit améliorer. Ce doit être un choix juste pour nous tous en tant que consommateurs de pouvoir avoir un impact positif sur l'environnement. Et ceci m'amène à un autre point. Et ce n'est peut-être pas un enjeu dans d'autres régions du monde, mais on le voit ici, qui est l'étiquetage. Je suis végane, je ne mange pas de viande. Beaucoup de personnes mangent de moins en moins de viande et ils veulent choisir des viandes de meilleure qualité qui ont moins d'impact sur l'environnement. Et ceci aidera cette transition pour tous ces paysans qui passent à un monde où moins de viande est produite. Le rapport que j'ai déjà mentionné dit qu'au Royaume-Uni, la seule façon d'atteindre les objectifs était une réduction de 30 de terres allouées à l'agriculture animale. Nous devons aider les agriculteurs à passer à travers cette transition en utilisant une méthodologie de gentillesse, mais on doit le faire et on doit passer des réels choix aux consommateurs. Mais l'étiquetage au Royaume-Uni est si mal fait qu'il est difficile de faire les bons choix dans le supermarché. Si je retourne en 2018, notre ministre de l'époque disait que les consommateurs doivent avoir de meilleures informations pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles sur leur impact sur l'environnement. Si on regarde l'étiquetage ici, et c'est terrible. On voit des choses subjectives comme élevé ou bas ou réduit lorsqu'on parle de sodium ou haut en fibres. Qu'est-ce que cela signifie? Et ceci est sans parler de la provenance. Mais l'industrie de la viande a réagi en disant que d'offrir plus d'informations aux consommateurs les confondrait. Et je ne suis pas d'accord. Je crois qu'en tant que consommateur, je veux pouvoir faire des choix moraux, économiques, éthiques, informés lorsque je fais mes achats. Je veux pouvoir équilibrer ces choix pour que ce soit juste. Et pour pouvoir réduire, l'impact sur l'environnement que mon alimentation peut avoir et non seulement au Royaume-Uni, mais à travers le monde. Alors, j'aimerais voir un bien meilleur étiquetage d'aliments et je me demandais si on mettait des photos de ces franken-poulets sur les étiquettes, est-ce que les personnes les achèteraient ou est-ce qu'ils préféreraient réduire le la quantité de viande qu'ils consomment. Il y a d'autres effets que l'on doit adresser, en particulier au Royaume-Uni. Une des choses qui cause beaucoup de controverses, mon collègue George Monbiot a reçu beaucoup d'antagonisme
et de haine de la part des agriculteurs, car ils questionnent notre industrie des moutons. Et un rapport, du collège Dutchy, qui est le collège, heu, de l'industrie agricole, dans toutes les zones, la perte de 50 à 60 livres par mouton. Donc ce secteur vivait des subventions gouvernementales et ceci ne peut pas continuer. Nous devons changer notre façon de d'élever les moutons. Et s'ils ne peuvent pas faire de profit, on doit encore aider ces agriculteurs à une transition pour utiliser leurs terres de façon différente et ça a été fait de différentes façons. Nous avons vu d'excellents résultats dans plusieurs des cas. Mais ceci est difficile parce que en tant qu'humains, nous avons de la difficulté à changer notre façon de voir les choses, en particulier si on nous force à faire les choses d'une façon plutôt qu'en conversation. Alors, en tant qu'environnementaliste, en tant que qu'agriculteurs, paysans, nous devons tous travailler ensemble, main dans la main, de façon pacifique, sans division, sans être accusés d'être l'ennemi juré de l'agriculture parce que tout ceci empêche le progrès que l'on cherche à mettre en place. Je suis très désolée de, vous aviser, mais une personne ici qui fait partie de la sécurité apparemment me dit qu'ils sont en train de fermer les bureaux et je dois donc me déplacer. Alors je peux me déplacer, mais nous avons également 2 participants de l'Amérique latine. Le dernier point est sur la santé mentale et je veux en parler parce que si ce n'est pas un thème encore que vous traitez, j'espère que ce le sera bientôt. Un sondage dit que 88 des paysans de moins de 40 ans disent que le problème majeur auquel ils font face est la santé mentale et 133 suicides si les agriculteurs font face à ces problèmes de santé mentale et que d'en parler peut améliorer la situation, allez s'il vous plaît à yellowwellies.org et suivez-les sur leurs médias sociaux ou Yellow Wellies UK. Les agriculteurs sont sous d'immenses pressions et on doit faire ce que l'on peut pour les aider. Merci beaucoup, Chris. Vicky, mon intention de retourner à vous a été empêché par une personne ici avec des clés dans les mains. Alors, je vais tester quelque chose. Nous sommes en ligne. Ceci est un média flexible. Alors, je peux mettre mes choses dans mon sac et sortir de cette salle d'Oxford. Et je peux le faire en continuant à vous parler parce que c'est ce que le travail en ligne nous permet de faire. Alors, si je peux passer maintenant en Amérique du Sud, est-ce que nous avons nos participants de l'Équateur et du Brésil avec nous? Est-ce qu'ils sont toujours là? Oui, voilà. Bienvenue, bienvenue. Nous comprenons. Donc Javier est ici, de l'Équateur. Bienvenue. Donc nous clôturons cette conférence en ligne, 2023. Nous avons tous partagé, ce que, la signification, de la conférence pour nous cette année et les leçons dont nous en avons tirées. Je vais devoir être, assez rapide parce qu'ils essayent, de, fermer la salle en même temps. Donc je continue à vous parler. Donc qu'a représenté la conférence pour vous? C'est fantastique, de parler de quelqu'un de l'Équateur, sur ces sujets qui nous importent tellement. Merci. Eh bien, tous ces événements sont très importants parce qu'ils nous aident à créer des liens et partager des expériences que, peut-être, épousent les mêmes, thèmes, mais finalement, matériellement, sont très différents.
Donc nous avons hébergé une conférence, sur, la subsistance participatoire, pardon, et nous avons souhaité, partager le système que nous avons créé, de toutes pièces, et c'est un très petit système parce que finalement, nous sommes un petit pays, et nous rencontrons certains problèmes, au jour d'aujourd'hui, et notamment des problèmes avec l'État qui souhaite, contrôler le système, et ils ne comprennent pas du tout ce que nous cherchons à créer. Donc on nous a recommandé de partager cet espace avec, des personnes venant d'autres continents, et de le comparer avec d'autres systèmes, et ça a été incroyable de voir le niveau de développement, que ces systèmes ont, par exemple en Inde, parce que ça a été absolument fantastique. Mais nous sommes restés avec, beaucoup de fierté, pour le travail que nous avons réalisé, l'innovation, et donc je pense que la communication est clé. Nous devons apprendre, des expériences des autres pour voir ce que nous pouvons adapter, de leurs pratiques à nos propres situations, et donc mon impression de la conférence en général a été donc un sentiment qu'il y a encore plus des besoins plus importants de partager des expériences, venant du sud, des pays du sud, parce que nous avons eu beaucoup d'accès à de l'information qui nous vient de l'Europe, des États-Unis, et cetera. C'est plus facile d'avoir accès à ce type d'informations, mais c'est également qu'une partie de l'information auquel nous devrions avoir. Le reste du monde continue à développer l'agroécologie de manière substantive, et ces voix-là ne sont pas entendues. Et donc cette conférence a été un grand pas, a représenté un grand pas vers cet objectif-là, et ça me rend très heureuse. C'est la deuxième fois, que je participe à cette conférence et je vois la différence. Mais je pense que nous devons continuer à emprunter ce chemin et aller de l'avant, et nous devrions, travailler vers, une conférence mondiale sur l'agroécologie, et essayer de donner de l'espace, de la place à d'autres, endroits de la planète qui ne sont pas entendus normalement. Ce serait donc mon espoir, ou peut-être une recommandation. Vous avez fait un travail absolument fantastique, je vous remercie. Mais voilà, c'est la chose qui me turlupine. Nous devons continuer, à renforcer cet aspect-là, et j'aimerais vous dire, vous faire passer quelque chose qui est ressorti dans notre espace pendant notre discussion, et quelqu'un a dit que nos systèmes participatifs ne seraient pas acceptés dans les marchés internationaux, et nous avons répondu: «Oui, dans les marchés mondiaux, conventionnels, et bien, nos systèmes ne seront pas acceptés». Même s'ils sont en fait, moi je dirais qu'ils sont meilleurs, ils sont plus approfondis que les systèmes, habituels. Mais il y a des façons, de nous attaquer à ces marchés-là. Et nous sommes mis en contact avec 2 organisations internationales, d'agriculteurs et de consommateurs, et ils sont prêts à croire en nos systèmes et à acheter nos produits. Donc en suivant cette idée-là, je pense que c'est important que nous commencions à créer les bons liens entre les différentes organisations. Donc des réseaux comme, notre réseau en Équateur, pour les cas dans lesquels l'exportation de produits alimentaires est importante. Mais la souveraineté alimentaire reste notre objectif, principal, et ça signifie des marchés locaux, et nous sommes en train de très conscients. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, et j'espère vous voir l'année prochaine. Je suis sûre que ce sera le cas. Ça a été vraiment fantastique, de vous souhaiter la bienvenue dans cette, communauté en ligne que nous souhaitons, continuer à faire croître. Karen, vous avez été extrêmement patiente. Merci beaucoup. Vous êtes notre dernière déléguée. Enfin, en tout cas, j'espère que je ne me trompe pas cette fois, vous êtes au Brésil? Non, non, je suis au Kenya. Ah, eh bien, fantastique, très bien. Nous avons, vu des représentants du monde entier. Je suis vraiment désolée, ma liste, mes notes, n'étaient pas aussi complètes, que je l'aurais souhaité. Donc le Kenya, alors, est-ce que vous savez quelle a été l'ampleur de la conférence au Kenya? Combien de personnes ont pu participer? Et quels enjeux particulièrement pertinents pour le Kenya,
heu ont été donc représentés dans cette conférence. Merci, merci beaucoup Anita. C'est un plaisir de passer en dernier parce que déjà tellement de choses ont été dites et donc je peux juste partager l'expérience question kenyane. J'aimerais remercier, les organisateurs et les financeurs pour ces sessions hybrides. Pour moi, ça a été une session vraiment très, très intéressante et notamment en termes de collaboration et de réseautage. Une collègue, vient de parler de Twitter et j'ai pu suivre de nombreuses personnes. En ce qui concerne le Kenya, je dirais que donc nous sommes membres de l'AFSA et nous sommes, coprésidents, du groupe de travail sur le changement climatique. Donc ce n'est plus juste un changement, c'est une crise et nous avons vu cela, pendant, cette conférence. On nous a parlé, de maladies, de sécheresse, de pluie erratique et cela affecte tout le monde et cette conférence a souligné, des problèmes qui, en fait, nous ramènent à nos racines. J'étais très heureuse d'avoir l'opportunité, d'écouter une personne venant, d'Inde qui parlait donc du caractère sacré, de ces questions, du respect pour la terre, pour l'air, pour l'eau, pour la planète, en général et c'est très important parce que nous sommes tous interconnectés. Donc j'ai participé avec des événements organisés par l'APSA pour la jeunesse, mais ce qui est sorti très clairement de cet événement est que est donc la question, de l'apprentissage intergénérationnel et c'est quelque chose où nous avons vu que, de nombreuses personnes font du travail fantastique, que l'agroécologie est un mouvement qui commence, dès le plus jeune âge jusqu'aux personnes qui sont, dans les universités. Et donc nous avons entendu des personnes qui ont, parlé d'établir des fermes modèles, pour l'agroécologie et c'est très, très important pour nous en Afrique puisque nous pouvons en tirer de nombreuses leçons. Et un autre aspect est la question, d'avoir des enfants qui apprennent que, heu, les produits alimentaires peuvent être achetés ailleurs qu'au supermarché et cela les aide, à l'école et ça, c'est un aspect excellent de cette conférence. Vous m'avez également demandé si je savais combien de personnes au Kenya ont participé. Alors je pense à un assez grand, nombre parce que nous avons une association au niveau national qui était également présente et nous avons travaillé avec de nombreux, partenaires, à travers le pays. Donc je suis sûre que, de nombreuses, personnes, de ces organisations ont pu participer et en fait être des intervenants et nourrir cette conversation sur l'agroécologie. Donc je pense que nous avons entendu l'idée de donc, hem, encourager l'agroécologie en Afrique en utilisant des connaissances locales et autochtones et cela peut s'appliquer, au niveau local comme au niveau national et notamment au niveau des politiques nationales et au sein du mouvement agroécologique, nous disons que nous souhaitons voir des politiques gouvernementales qui s'attaquent à l'agroécologie, qui, heu s'organisent autour de principes agroécologiques et qui, hem, heu promeuvent l'agroécologie comme un mode de vie. Et nous devons travailler pour garantir que les gouvernements, fassent cela et c'est quelque chose qui est ressorti des histoires qui ont été partagées pendant la conférence. Il y a des personnes qui effectuent, énormément de recherches et qui ont un corpus de connaissances absolument énorme, en termes de l'agroécologie, dans et la situation dans leurs pays respectifs. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que j'ai pu modérer, la session sur la COP27 et l'agroécologie. Donc nous avions des intervenants et qui parlaient de ce sujet et nous avons pu confirmer pendant cette conférence qu'il y a des opportunités pour nous d'inclure l'agroécologie, dans, les sujets de conversation, à l'avenir. Je pense que la COP28, va représenter une opportunité pour que nous intégrions, l'agroécologie, dans les discussions et je pense que nous pouvons combiner nos efforts et garantir de réussir tout cela. Mais ce qui est également très important pour moi est la question des femmes. Pas seulement des femmes, mais la question du genre, de garantir que, cette question de genre soit également intégrée à tous les niveaux. Et parfois quand nous réalisons notre travail, nous n'incluons pas tout le monde. Et donc quand nous
nous n'incluons pas tout le monde, il y aura, des, lacunes, dans les politiques que, nous élaborons. Et donc réaliser et harmoniser ces politiques prend longtemps et donc si nous n'avons pas une approche holistique dès le départ et bien ça va vraiment poser problème. Donc nous devons vraiment, impliquer toutes les parties prenantes pour nous permettre d'aller de l'avant et il ne faut laisser personne, pour compte. Et donc pour moi, j'aimerais dire que parce que je travaille avec une organisation qui travaille avec des écoles et notamment des écoles locales, j'aimerais dire que toute école devrait avoir un jardin, toute université devrait être associée à une exploitation agricole et tout le monde sur cette planète devrait reconnaître la valeur de produire et manger, sa propre nourriture. Parce que nous avons lancé une campagne, intitulée, «Cette nourriture est africaine». Parce que c'est ça l'importance, nous devons manger notre propre nourriture. Quand nous avons suivi la COP27 l'année dernière, nous sommes intéressés à la finance, à l'adaptation, aux questions de genre, mais également, le travail sur l'agriculture conjointe. Toutes ces questions sont interconnectées et donc c'est très important que nous comprenions tous, cela et que nous travaillions, vers cela. En conclusion, Anita, je vois que vous êtes déjà prête à partir. Je vais essayer de terminer très vite. Les lois sur la biodiversité, les émissions, de gaz à effet de serre, la faim, la malnutrition, la pauvreté et cetera, nécessitent une volonté politique internationale et une transformation économique et donc en nous tenons responsables les uns les autres, nous pouvons, prendre soin de notre planète. Donc, gardons ces, principes à l'esprit. Donc merci beaucoup, j'ai hâte de vous voir, l'année prochaine. C'était ma deuxième conférence. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous les intervenants qui ont parlé avant moi. Merci. Karena, il n'y a pas de quoi, nous avons hâte de vous voir en 2024 et ce qui est remarquable pour moi, ayant été présente pour ces 2 jours ici à Oxford et en fait l'universalité des messages qui nous parviennent des 4 coins du monde. C'est ça la vraie question centrale, c'est le climat, comment nous combattons le changement climatique, comment nous nourrissons la planète, pour nous permettre de survivre. Ce sont les questions, les seules questions importantes. Éduquer les jeunes, éveiller les consciences, dans la communauté plus large, ce sont des questions communes et c'est quelque chose qui nous revient du monde entier. Donc merci beaucoup et cela termine donc, la conférence, ORFC en ligne de 2023. Nous avons entendu des voix traduites du monde, entier, sur le sujet qui est donc, comment, sauver notre planète et nous nourrir bien, en ce faisant, si c'est possible et nous avons hâte, de vous voir en 2024. Merci beaucoup d'avoir participé à cet événement.